Bienvenue au cours numéro 3. Donc, les cours précédents, j'ai abordé les marchés financiers d'un point de vue qu'on pourrait dire mésoscopique pour le premier, c'est-à-dire à des échelles de temps intermédiaires, de l'ordre de quelques heures à quelques semaines. Au second cours, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais en particulier aussi d'un aspect plus macroscopique, c'est-à-dire comment les prix, éventuellement à très long terme, se rapprochent d'une valeur fondamentale dont on ne sait pas très bien exactement comment la définir. Mais donc on est sur des échelles beaucoup plus longues, de l'ordre de quelques mois, voire quelques années. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'aspect microscopique, des entrailles du marché, de ce qui se passe à la plus haute fréquence, avec l'espoir que de mieux comprendre ce qui se passe à ces échelles de temps et à ce détail du fonctionnement des marchés, on pourra donc mettre en lumière une partie des questions que j'avais laissées en suspens au cours précédent. Et en particulier, donc, je voudrais parler de l'impact des transactions sur les prix, c'est-à-dire un peu de la courroie de transmission entre ce que font les gens, éventuellement de façon informée ou non informée, et comment les marchés réagissent justement à l'action des participants. En gros, quand on achète, le prix monte, et quand on vend, le prix baisse. Ça paraît un truisme, mais vous verrez que, effectivement, dépendant des points de vue, cette observation empirique a une interprétation très différente. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est comment, dans un marché, organiser les transactions. Parce que donc, sans une organisation minimale, les transactions se font très mal, au régal des intermédiaires. Donc, j'ai représenté en haut à droite une représentation de la bourse d'Amsterdam au XVIIe siècle. Et donc, on voit probablement des intermédiaires qui donc profitent d'un marché très immature, très illiquide. Et pour illustrer un petit peu ce paradoxe, on pourrait dire, des marchés en général et des marchés financiers en particulier, j'ai reproduit ce petit dialogue imaginaire qui apparaît dans le livre d'Alexandre Lemonnier 6 et qui, en quelques lignes, je pense, capture exactement la problématique de l'organisation d'un marché quel qu'il soit. Donc l'acheteur demande combien ça vaut. Le vendeur lui dit 1,50 $. D'accord, je le prends. C'est 1,60 $. Quoi? Mais vous venez de dire 1,50 $. C'était avant que je sache que vous le vouliez, mais vous ne pouvez pas faire ça. Ça m'appartient. Mais j'en ai besoin d'une centaine. Une centaine, c'est 1,70 $. Mais c'est fou, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tu le veux ou pas? Et donc effectivement, vous voyez que cette incapacité, en quelque sorte, de la transaction, sachant que le vendeur veut vendre au plus cher et l'acheteur veut acheter au moins cher, fait que cette phase de négociation, en quelque sorte, s'éternise et peut ne pas converger. Et donc, plusieurs solutions ont été proposées pour effectivement faire que le marché fonctionne sans à-coups et de façon relativement fluide. Et donc, je vais parler de 3 solutions possibles: les enchères, ce qu'on appelle les teneurs de marché discrétionnaires, et puis l'organisation actuelle des marchés avec un carnet d'ordre public et des enchères continues. Donc, voilà l'idée la plus simple, c'est celle d'une enchère où on enregistre dans un carnet d'ordre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'ensemble des prix auxquels les acheteurs veulent acheter un prix maximum. Là, les acheteurs donnent un prix maximum auquel ils veulent acheter, les vendeurs donnent un prix minimum auquel ils veulent vendre. Et donc, on construit une courbe d'offre et de demande, D2P, donc, qui est le volume total d'ordre d'achat à un prix supérieur ou égal à P, et S2P, supply, le volume total des ordres de vente, pardon, il y a un typo, à un prix inférieur ou égal à P. Et donc, à une certaine date, organisée par le teneur de l'enchère, les ordres sont exécutés à un prix P étoile qui est à l'intersection de ces deux courbes, qui est tel justement que le nombre de transactions est maximisé. Vous pouvez voir que si on avait choisi un autre prix, ça aurait conduit à moins de transactions réalisées. Et donc le prix P étoile de l'enchère correspond à l'intersection de ces deux courbes. Et on recommence. Et donc avec une certaine périodicité ou sans périodicité, on déclenche l'enchère et on permet à ces transactions de se réaliser. Donc les offres et les demandes sont à des prix fermes. Donc une fois que les prix sont fermes, la négociation en quelque sorte ne peut plus se poursuivre. Et lorsque l'enchère est déclenchée, tous les ordres fermes sont exécutés.
Alors une autre façon d'organiser les marchés, c'est en rajoutant des teneurs de marché discrétionnaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais des market makers, qui sont responsables d'en permanence afficher un prix et un volume ferme, mais qui sont évidemment révisables dans le temps, mais à un instant donné, ces prix et ces volumes sont fermes, c'est-à-dire que si une contrepartie demande à les exécuter, le market maker ne peut plus les dire. Et donc le market maker affiche ses prix fermes et ses volumes fermes à la fois à l'achat et à la vente, donc à un prix d'achat qu'on appelle le bid, et qui est représenté par la courbe rouge ici, et un prix à la vente qu'on appelle l'ask, qui est donc la courbe bleue. Et donc quelqu'un qui veut acheter poste un ordre qu'on appelle un ordre marché, qui est exécuté soit au bid, soit à l'ask, suivant le signe de la transaction, suivant que c'est un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc on peut voir immédiatement que la différence entre ces deux prix correspond donc à un espèce de gain potentiel pour le market maker qui fournit de la liquidité et à une perte potentielle ou à un coût pour celui qui exécute. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce petit dessin ici. On voit qu'un acheteur qui achète à ce prix ici à 9 heures, disons, et qui revend plus tard quand le prix a monté, en fait, perd une partie de son profit puisqu'il achète un peu plus cher et il vend un peu moins cher. Et cette différence est justement ce qui rétribue le teneur de marché. Bien sûr, on voit immédiatement aussi que le teneur de marché, ça sera un point sur lequel je reviendrai en détail, prend un risque qui est qu'il a vendu, lui, à ce prix-là, et il le rachète à un prix plus élevé. Et donc, il a en quelque sorte gagné ce qu'on appelle le spread, donc la différence entre le bid et le ask, la fourchette en français, mais il a perdu parce que le prix a en fait monté pendant la même période. Alors, on reviendra en détail sur le bilan financier du market maker plus tard. Donc le market maker, en fonction de son inventaire, puisqu'il achète et il vend en permanence aux participants du marché, peut accumuler un inventaire important, ce qui conduit à un risque pris par le market maker. Et donc, en fonction de cet inventaire, il biaise le prix d'achat et le prix de vente de façon à revenir à l'équilibre le plus souvent possible. Et donc, on verra tous ces concepts plus en détail un peu plus tard. Et alors, on définit conventionnellement un espèce de prix d'équilibre, un prix équitable. À chaque instant du temps, vous voyez qu'il n'y a pas un prix, il y a deux prix, il y a le bid et le ask, et on définit le midpoint, le point médian, comme un espèce de prix équitable A plus B sur 2 à chaque instant du temps. Alors ensuite, donc, ce modèle de market maker discrétionnaire, où un individu est responsable justement d'assurer la liquidité des marchés en permanence, a été remplacé grâce à l'électronisation des marchés par en fait une liquidité compétitive, dans le sens où tous les participants peuvent choisir entre des ordres marchés, donc qui seront exécutés immédiatement soit au bid, soit à l'ask, soit de poster des ordres limites dans le carnet d'ordre, et donc jouer en quelque sorte le rôle d'un market maker, jouer le rôle d'un fournisseur de liquidité. Et donc ces ordres limites, par définition, conduisent à un prix limite à l'achat ou à la vente, mais pourraient ne pas être exécutés. Donc les ordres marché assurent une exécution immédiate à un prix qui n'est pas le midpoint, qui est un peu plus haut ou un peu plus bas, donc il y a un coût associé, en tout cas un coût apparent, et donc ordre marché, exécution immédiate, mais un coût apparent, et ordre limite, éventuellement on évite le coût du bid-ask, mais on n'est pas sûr d'être exécuté. Alors, une fois qu'on a posté son ordre dans le carnet d'ordre, on peut tout à fait le déplacer, l'annuler, et donc on a une dynamique un peu compliquée, vous la voyez représentée schématiquement sur le graphe de gauche, où donc on voit des ordres s'accumuler dans le carnet d'ordre ou disparaître ou se modifier. Donc, comme je l'ai dit, un ordre marché d'achat déclenche une ou plusieurs transactions à l'ask. Donc, vous voyez que si un ordre marché arrive à ce moment-là et que sa taille est inférieure à ce qui est présent à l'ask, il ne modifie pas l'ask et il est complètement exécuté. S'il a un volume supérieur,
à ce moment-là, il se met à grignoter le niveau d'après, et donc l'ordre marché paye encore un peu plus cher et déplace l'ASC. Donc maintenant, le spread n'est plus fixé de façon discrétionnaire par un individu, par le teneur de marché, mais par la compétition entre tous ceux qui veulent justement participer à cette fourniture de liquidités. Et la conséquence, c'est que cette fourchette moyenne que j'ai représentée historiquement ici sur le graphe en haut à droite a terriblement diminué depuis les années 90, disons. Vous voyez que pendant pratiquement tout le XXe siècle, jusqu'en 90, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est de l'ordre de 0,6%, 60 points de base, ce qui est en fait relativement important. Ce coût, disons, des transactions a significativement baissé grâce à cette compétition et est maintenant plus autour de 5 points de base, donc 0,05%. Alors, un autre ordre de grandeur important à garder en tête, qui se révélera important donc, dans la suite, c'est que même si tout le monde peut participer à la liquidité dans le carnet d'ordre, en réalité, le volume total contenu dans ce carnet d'ordre à chaque instant est très faible. Il est de l'ordre de 1 à 3% du volume quotidien échangé, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait acheter une quantité de l'ordre de 10% du volume quotidien, par exemple, je vous rappelle, le volume quotidien sur une action donnée, c'est de l'ordre de 0,5% de la capitalisation de marché. Donc quelqu'un qui voudrait acheter 0,05% de la capitalisation d'une entreprise ne peut pas le faire immédiatement parce que même en achetant tout ce qui est présent dans le carnet d'ordre, ce qui reviendrait cher puisqu'il serait obligé de manger à l'intérieur de ce carnet d'ordre à des prix plus importants, il n'y arriverait pas. Et donc ça conduit immédiatement à l'idée que les ordres vont devoir être fractionnés, et on y reviendra par la suite. Alors comment on comprend donc l'économie du market maker, du fournisseur de liquidités? Donc qu'est-ce qui fixe en fait ce bidasque, cette fourchette à l'équilibre, on dirait, comme un économiste? Donc je vais vous présenter rapidement la vision classique qui apparaît dans le modèle de Gladstone-Milgrom en 1985, donc où ils imaginent un monde où on a un market maker, que je vais appeler Bob, des spéculateurs informés, Alice, et puis ce qu'on appelle des noise traders, c'est-à-dire des acteurs qui ont une représentation inadéquate du monde et qui donc donnent un prix, estiment le prix de ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent de manière, on pourrait dire, irrationnelle. Donc Alice a une information partielle ou totale sur la valeur fondamentale, sur la valeur future du prix de l'action considérée, disons. Et Bob, lui, son rôle, c'est de fixer A et B, donc le bid et le ask, pour ne pas avoir de regrets ex post, c'est-à-dire conditionnellement au fait qu'il vend, donc il y a eu un ordre d'achat, il a vendu au prix qui est l'ask. L'ask, en moyenne, correspond bien à l'espérance, enfin, soit l'espérance du prix futur, c'est-à-dire correspondent bien à la valeur fondamentale en moyenne de ce qu'il vend ou de ce qu'il achète. Et donc on a ces deux équations qui fixent le bid et le ask. Donc l'ask doit être égal à l'espérance selon Bob du prix fondamental ou du prix futur. Le F ici peut servir à indiquer les deux notions, conditionnellement au fait qu'il y a eu une exécution à l'ask. Et donc ce P chapeau, c'est le prix estimé par le participant qui a déclenché la transaction. Et pareil, le bid est donc l'espérance du prix futur, conditionnellement au fait qu'il y a eu une vente au bid, c'est-à-dire conditionnellement à ce que quelqu'un pense que le prix est inférieur au bid. Donc on va supposer, avec Gladstone et le Milgrom, que la population se sépare entre agents non informés et agents informés. Et ce que ça veut dire, c'est que la probabilité d'un prix estimé P chapeau connaissant le prix fondamental PF est égale à une fraction 1 moins phi d'agents non informés qui estiment ce prix n'importe comment, donc selon une certaine fonction de la différence entre ce prix estimé et le prix actuel, mais sans relation aucune avec le prix fondamental, et puis plus phi fois... ici, on a supposé que Alice avait une information totale sur le prix futur, ce qui est un peu irréaliste, mais qui permet juste de simplifier les calculs.
Et donc, on suppose qu'Alice connaît précisément le prix futur. Donc, on a une fonction delta de P chapeau moins PF. Alors, donc, comment on fait pour résoudre le modèle? On utilise le théorème de Bayes qui nous dit que, bon, comme je viens de vous le dire, on connaît P de P chapeau connaissant PF, enfin, on l'a modélisé, et ce qu'il nous faut pour calculer ces valeurs moyennes de PF connaissant P chapeau, c'est évidemment la probabilité de PF connaissant P chapeau qu'on obtient grâce donc à la formule de Bayes avec un Q0 de PF qui est la probabilité inconditionnelle d'un prix futur avec une certaine volatilité, une certaine largeur. Et donc voilà, on a des équations qui peuvent être résolues. Et donc ce que je vous ai montré ici, c'est une solution numérique en se donnant des formes particulières pour cette fonction petit f et cette fonction Q0 de PF. Et donc ce qu'on voit, c'est donc le spread à l'équilibre, donc la différence entre le bid et le ask, en fonction de la volatilité perçue par les acteurs non informés. Donc W, c'est donc la largeur de cette fonction petit f, c'est l'écart type imaginé, donc le mouvement imaginé par les traders non informés du prix futur. Et donc ici, on a fixé la fraction des informés à 1%, à 10%, pardon, et une volatilité vraie, donc la largeur vraie de Q0 de PF, c'est-à-dire donc la probabilité inconditionnelle du prix futur à 1. Et donc on a un paramètre unique qui est le rapport entre W et sigma, donc entre W et 1. Et ce qu'on voit ici, c'est que donc on a une forme très intéressante de ce spread en fonction de W, qui a une solution unique si W est suffisamment grand. Donc on pourrait dire si les non-informés font vraiment n'importe quoi, ils ont une estimation très très large, ils imaginent que le prix peut fluctuer énormément. Et donc ce que ça veut dire, c'est que s'ils imaginent que le prix peut fluctuer énormément, c'est qu'ils vont déclencher des transactions de façon spurieuse, de façon très fréquente. Et en fait, ce sont des transactions non dangereuses pour le market maker qui va gagner le bid-ask spread lors de ces transactions. Pour le teneur de marché, ce qui est dangereux, c'est justement la présence d'agents informés. Et donc, ce qu'on trouve dans cette branche, sur cette branche, c'est qu'un spread qui est de l'ordre de la fraction d'agents informés, phi, fois la volatilité vraie, sigma. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que cette volatilité estimée par les non-informés baisse, on a un premier régime où en fait il existe deux solutions possibles pour le spread. Donc effectivement, en quelque sorte, les traders non informés ne tradent pas assez souvent et le teneur de marché hésite entre deux valeurs possibles, une valeur basse et une valeur haute du spread. Et puis, quand le paramètre W devient vraiment plus petit, trop petit, plus petit qu'une certaine valeur critique, on pourrait dire que les traders non informés sont prudents et estiment en fait une volatilité future qui est beaucoup plus faible que la volatilité vraie. À ce moment-là, ils ne traitent plus assez pour permettre au market maker de survivre. Et là, le spread, il n'y a plus de solution. Autrement dit, le marché ne fonctionne plus. On a une crise de liquidité. Donc on a un scénario intéressant où, en fonction de W, on a une crise de liquidité à très faible W, la présence de deux solutions, donc une dynamique intéressante, bistable, avec des fortes fluctuations du spread. Remarquez que sur l'axe des Y, c'est une échelle logarithmique. Et puis, en présence d'un grand nombre de traders non informés ou avec une estimation de la volatilité future qui est très inadéquate, très surestimée, à ce moment-là, on a un marché stable avec un spread petit. Alors, est-ce qu'on peut essayer de tester empiriquement cette idée? Et ça va nous conduire à justement essayer de distinguer ce que je vais appeler l'impact de l'information révélée par les transactions, de l'information qui est détenue par donc, cette catégorie d'agents Alice qui sont censés savoir ce que vaut le prix futur ou au moins avoir une idée non meilleure qu'aléatoire du signe de la variation future. Donc, une quantité assez naturelle à considérer, c'est de regarder cette variable petit r qui est la différence entre le midpoint futur et le midpoint actuel. Donc, si vous voulez, le mouvement du prix entre maintenant
et L dans le futur, multiplié par le signe de la transaction qui a été déclenchée au temps t. Donc epsilon égale plus 1 pour un achat, epsilon égale moins 1 pour une vente. Donc cette variable petit r, en quelque sorte, capture la corrélation entre le signe de la transaction et le mouvement de prix subséquent. Donc on peut caractériser cette variable petit r par sa moyenne, que je vais appeler dans la suite du cours R de L, comme une espèce de fonction de réponse. On pourrait, si on a une image un peu plus mécanique de l'impact, une image à la physicien, on peut imaginer qu'une transaction pousse le prix, et donc cette valeur moyenne, c'est donc l'impact moyen d'une transaction sur le midpoint, donc qui est une fonction R de L qui dépend de la différence entre l'instant présent et l'instant futur où on va mesurer cette différence de prix. Mais on peut évidemment caractériser R par toute sa distribution, et j'y reviendrai dans une seconde. Alors, quand on regarde ce que prédit le modèle de Gloston-Milgrom de façon très schématique, il prédit une fonction de réponse, un R qui est non nul, due à la présence d'agents informés, qui en fait vaut phi fois sigma. Donc, si on se rappelle de cette équation dans le régime stable, dans le régime liquide, grosso modo, la fonction de réponse serait le spread divisé par 2. Mais la théorie de Gloston-Milgrom prédit autre chose. Elle prédit aussi que cette variable petit r a non seulement une valeur moyenne non nulle, mais a aussi une asymétrie positive. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter par ce graphe ici central, donc, où j'ai montré de façon schématique deux histogrammes possibles pour cette variable petit r, dans un scénario à la Gloston-Milgrom, c'est donc la courbe petit a, où on a des mouvements de prix qui sont très souvent décorrélés du signe de la transaction, donc une espèce de gaussienne centrée en zéro ici, et puis dans la partie de droite ici, une espèce de bosse qui correspond au fait que de temps en temps, on a des traders informés qui achètent parce qu'ils savent que le prix va monter, et donc on s'attend effectivement à avoir une surpopulation dans cette partie droite de l'histogramme. Alors, si on regarde effectivement de façon empirique non seulement cette valeur moyenne qui est sur le graphe de gauche ici, sur laquelle je reviendrai, et qui montre qu'en effet cette fonction de réponse est positive, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation non nulle entre le signe de la transaction et le mouvement de prix futur, mais si on regarde la distribution complète de cette variable petit r, alors ici c'est dans une représentation où on a replié les deux côtés, côté gauche et côté droit, et on les a repliés soit par rapport à 0, soit par rapport à la valeur moyenne que j'ai représentée ici par un trait pointillé, R de L. Et c'est ce graphe du haut que je voudrais que vous regardiez ici, où on voit qu'en fait on n'observe aucune asymétrie une fois qu'on a replié le graphe autour de sa valeur moyenne. Et donc on est plus empiriquement dans la situation qui est représentée par la courbe B ici, où on a une espèce de gaussienne déplacée, si vous voulez. Donc chaque transaction, le scénario qui semble découler de cette observation, c'est que chaque transaction, informée ou non, impacte mécaniquement un petit peu les prix, donc décale la valeur moyenne sans vraiment déformer la loi de distribution elle-même. Donc, le fait d'observer ce petit b, malgré l'existence d'une corrélation non nulle entre signe de la transaction et variation de prix futur, semble suggérer effectivement qu'on est plus dans le cadre d'un impact mécanique où, quelle que soit la transaction, on va en moyenne impacter les prix. Et effectivement, on peut aussi faire des expériences où on lance sur le marché des ordres d'achat ou de vente de façon aléatoire, et on observe effectivement qu'au moins à temps court, le prix réagit même à des transactions aléatoires. Alors ça irait bien avec l'image que j'ai essayé de défendre la dernière fois, au cours numéro 2, c'est-à-dire que en fait, le prix fondamental est une notion extrêmement mal définie et que le marché dans son ensemble, en l'absence d'un ancrage fort sur une valeur fondamentale, prend chaque transaction comme une information potentielle et donc adapte sa vision du prix actuel de façon statistique, mais l'adapte en permanence aux transactions qui sont observées
Et donc on a effectivement une espèce d'impact mécanique plutôt qu'un impact qui serait une simple corrélation entre informations futures et transactions réalisées actuellement. Donc pour revenir une seconde sur ce graphe ici qui montre R de L en fonction de L, donc en échelle logarithmique sur l'axe des X, ce que vous voyez, c'est donc que l'ordre de grandeur de Glossner-Milgrom est correct, et on reviendra là-dessus au transparent suivant. En effet, cette fonction de réponse est bien de l'ordre du spread divisé par 2 et a une dynamique temporelle non triviale. On a une croissance de cet impact apparent entre l'impact immédiat, qui est ce premier point ici, qui correspond à la variation entre maintenant et la transaction suivante, et donc un impact qui semble augmenter avec le temps. Ici, donc, on est à 1000, c'est-à-dire entre l'impact, la variation de midpoint entre maintenant et 1000 transactions plus tard. Et ce que j'ai aussi montré, c'est que cette courbe est relativement bien définie, puisque ce que vous voyez ici, bon, c'est des données assez anciennes, c'est France Télécom en 2001 et 2002, avec 3 périodes différentes, premier semestre 2001, second semestre 2001 et 2002, et donc des courbes qui se ressemblent beaucoup, au moins à temps court, à temps plus long, on a plus de part d'erreur. Donc, Glosten-Milgrom ont construit leur théorie sur le postulat qu'il existe donc une catégorie de traders informés et une catégorie de traders non informés, mais on peut en fait faire une théorie plus agnostique en quelque sorte, qui suppose le moins de choses possible sur effectivement les populations des participants au marché, mais qui prend un point de vue comptable en quelque sorte, c'est-à-dire qui essaye de savoir dans quelles conditions fournir de la liquidité au marché est rentable ou ne l'est pas. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le market maker, effectivement, est soumis à une sélection adverse possible, mais cette sélection adverse peut provenir simplement de l'impact mécanique. Ça n'a pas besoin d'être une information réelle. Il suffit qu'il existe un impact mécanique pour que ce soit au détriment du market maker. Le market maker a aussi un risque d'inventaire, puisqu'il vend et il achète en permanence. Donc même si les transactions se faisaient avec un signe complètement aléatoire, au bout de grand T transactions, on s'attend à ce que l'inventaire du market maker soit de l'ordre de racine de T. Donc s'il ne prend aucune mesure pour limiter son inventaire, clairement il va accumuler un risque qui est de plus en plus grand au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est non seulement inconfortable, mais en réalité, même de façon, du point de vue du régulateur, c'est inacceptable. Donc il faut effectivement que le market maker contrôle son inventaire d'une façon ou d'une autre. Donc il a des coûts associés à cette sélection adverse, qu'elle soit d'origine informationnelle ou d'origine mécanique, d'un impact mécanique. Il a des coûts, disons, reliés à ce contrôle de cet inventaire, mais il a des gains, et ces gains sont le spread, comme je vous l'ai expliqué, et puis il y a éventuellement aussi l'organisation du marché qui rétribue de façon explicite les transactions qui sont effectuées avec des ordres limites. Et donc quand on met tout ça dans une équation globale, donc le gain total d'un market maker qui achèterait et vendrait ou qui serait sur le marché entre le temps t égale 0 et le temps grand T, et qui, pour simplifier, à chaque transaction, transacte un volume petit v0, s'écrit de la forme suivante. Alors, ça paraît un peu barbare à première vue, mais ce qu'on remarque ici, c'est que alors on a un indicateur θ qui vaut 0 ou 1, suivant le fait que le market maker a participé à la transaction ou pas. Alors on va simplifier la discussion qui pourrait être importante dans certains cas, mais on va supposer que le market maker participe à toutes les transactions. Autrement dit, on va prendre un point de vue global où on se place du point de vue de la population totale des fournisseurs de liquidités. Donc on va supposer qu'à chaque transaction, cette population fournit de la liquidité et participe à la transaction. Epsilon, c'est donc le signe de la transaction. Petit mt moins m grand T, c'est la différence entre le midpoint au moment de l'exécution et le midpoint à la fin de la période. Petit st, c'est le spread à l'instant petit t.
Et pi, ici, c'est les fees, l'incitation, disons, à fournir de la liquidité. Donc, vous voyez, si le market maker fournit de la liquidité à la vente, c'est-à-dire si epsilon vaut plus 1, si la transaction a été l'achat d'un consommateur de liquidité, le market maker a empoché le midpoint plus le spread sur 2, donc a empoché l'ASC, mais à la fin de la période doit valoriser sa position au midpoint M grand T. Et réciproquement, si epsilon était négatif, on aurait le signe contraire, mais vous voyez que comme epsilon apparaît au carré devant le spread, évidemment, ce spread sur 2 est toujours un gain pour le market maker. Donc voilà le gain, enfin les différents ingrédients qui interviennent dans le bilan financier du market maker, et on va essayer de discuter justement de façon empirique comment ces différents termes se comportent. Mais ce que vous voyez immédiatement apparaître dans cette équation, c'est quelque chose enfin, c'est la quantité que j'avais définie au transparent précédent, c'est la quantité petit r, qui est la différence entre le midpoint actuel et le midpoint futur multiplié par epsilon, qui apparaît avec un signe moins, et donc ce R, cette fonction de réponse, cet impact, va être au détriment du market maker. Alors, on verra que le signe des ordres, ces epsilon, ne sont pas du tout aléatoires. En fait, c'est une des surprises empiriques des années 2000, c'est que le signe des ordres empiriques est à mémoire très longue. Je vous montrerai des données dans quelques transparents. Et cette mémoire longue veut dire que l'inventaire d'un market maker, s'il n'y a pas un contrôle explicite, croît encore plus vite que la racine du temps. Donc il est encore plus important d'introduire dans la politique du market maker un contrôle qui lui permet, quand il a accumulé, par exemple quand il a beaucoup vendu, il faut absolument qu'il essaye de racheter. Donc il va avoir une politique, ce market maker, qu'on peut simplifier en supposant que c'est une politique de contrôle linéaire, en quelque sorte, que plus il a acheté et moins il participe à des transactions à l'achat, et plus il participe à des transactions à la vente, et réciproquement, de façon à contrôler, à borner, en tout cas statistiquement, l'amplitude de ce déséquilibre de son inventaire. Donc, je ne rentre pas du tout dans le calcul, mais essentiellement, on peut fournir à ce market maker une politique qui lui permet d'avoir un inventaire psi qui est une moyenne exponentielle du signe des transactions passées et qui donc, dépendant de la valeur de alpha, lui permet de rester soit très proche de 0 en permanence, soit de prendre des positions beaucoup plus grandes. Alors si alpha est petit, ça veut dire que dès qu'il a acheté, il va revendre et réciproquement, et ça lui permet donc de garder un inventaire très faible. Et ce que ça veut dire, c'est que ce sera un market maker rapide, dans le sens où le rythme de ces rotations entre achat et vente sera très important. Au contraire, quand alpha tend vers 1, comme il est bien connu, ces moyennes exponentielles sont caractérisées par un temps de corrélation qui dépend de alpha et qui diverge quand alpha tend vers 1. Donc dans ce cas-là, on a un market maker lent qui accumule un inventaire important, donc un risque d'inventaire important. Alors, muni de ce modèle, mais sans hypothèse supplémentaire, vous voyez qu'ici, je ne suppose pas qu'il y a un Bob ou une Alice ou des traders non informés. Toutes les quantités qui permettent de calculer le gain moyen du market maker sont mesurables empiriquement. Donc, si on fait le calcul, on trouve que la valeur moyenne à temps long de ce bilan financier que j'ai écrit ici, en négligeant pour le moment l'incitation, le dernier terme, ce terme qu'on appelle des maker-taker fees, eh bien, on trouve que donc le gain moyen par unité de temps, je suppose que ce market maker est là en permanence, et donc plus le temps augmente et plus son gain va être positif ou négatif, mais donc c'est tout à fait naturel de le ramener à un gain par unité de temps. On trouve donc que ce gain par unité de temps et par unité de volume est changé,
contient deux termes, un terme proportionnel à la valeur moyenne du spread, qui est positif, donc effectivement qui reflète bien le fait que le market maker gagne de l'argent grâce à l'ouverture d'un spread, et puis un terme qui est une moyenne exponentielle de cette fonction d'impact R de L, qui montre effectivement que l'impact soit mécanique ou soit d'origine informationnelle, le market maker perd de l'argent à cause du mouvement adverse des prix. Alors, apparaît de façon supplémentaire dans cette équation la quantité C de L, sur laquelle je reviendrai en détail dans la suite, qui est la corrélation entre le signe des transactions. Donc epsilon t plus L. Si on a des signes complètement indépendants, cette corrélation vaut 0, mais vous verrez au contraire que cette corrélation décroît très très lentement avec L. Et puis ce paramètre alpha, qui est donc la rapidité avec laquelle le market maker tient, ou disons la rigueur avec laquelle le market maker tient à contrôler son inventaire. La rapidité de ces allers-retours entre achat et vente. Et donc, vous voyez, il y a une propriété très intéressante de cette équation, qui est que, quel que soit alpha, si on a une relation particulière entre cette fonction de réponse R de L et la fonction de corrélation C de L, qui est écrite ici, R de L égale le spread divisé par 2 fois 1 moins C de L, alors quelle que soit la politique suivie par le market maker, le bilan est nul. Autrement dit, on a un marché parfaitement compétitif où le market maker ne gagne pas d'argent et en moyenne, inversement, les ordres marchés n'en perdent pas. Donc c'est évidemment une condition un peu stylisée et extrême, mais qui est intéressante et qu'on peut surtout tester empiriquement. Alors c'est une condition que j'ai appelée MRR ici, parce que dans un article de Mahadevan, Richardson et Rumans, il présente un modèle extrêmement simplifié avec des hypothèses très fortes sur, par exemple, sur la covariance du signe des transactions, mais qui conduit en fait, in fine, à cette relation-là, même s'ils ne l'écrivent pas explicitement dans leur article. Et donc, ce qu'on peut tester sur des données empiriques, c'est effectivement la validité de cette relation entre la dépendance temporelle de ce que j'ai appelé la fonction de réponse, de l'impact à différentes échelles de temps, et cette fonction de corrélation du signe des transactions. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc deux catégories d'actions, des actions qu'on appelle à petit tic. Le tic, c'est donc la variation la plus faible possible du prix, qui est en général 1 centime, 1 cent sur les actions américaines. Mais donc les petits tics sont quand le prix de l'action est important, et donc en relatif, ce cent est petit. Et les grands tics, c'est quand au contraire, les prix sont faibles, et donc en relatif, le centime est important. Et donc ce qui est tracé ici, c'est donc pour plusieurs actions, chaque courbe correspond à une action différente. Et c'est donc de façon paramétrique, quand petit l augmente, la représentation de R de L, rescalée correctement, en fonction de 1 moins C de L. Et donc ce que vous voyez, c'est que la théorie, disons MRR, conduirait à la bisectrice, la diagonale, et on n'est pas très loin, surtout à temps court, et puis à temps plus long, les courbes ne suivent pas exactement la théorie, ou en tout cas cet extrême d'un marché parfaitement arbitré, et on a un peu la même histoire pour les gros tics. Alors ceci dit, ces courbes ne sont pas très parlantes du point de vue du profit moyen du market maker, et donc ce qu'on peut faire plus directement, c'est en fonction d'alpha, en fonction de la rapidité avec laquelle, à nouveau, le market maker renverse ses positions, le gain moyen par unité de temps. Donc ici, toutes les données sont calées sur de l'empirique. Il n'y a pas de théorie, à part le modèle simple qui a conduit à ce market maker à la Ornstein-Uhlenbeck qui contrôle son inventaire. Et donc ce que vous voyez, c'est en fonction de alpha, le gain par unité de temps pour 4 actions différentes. Alors les actions agrotiques, qui sont les courbes du bas, sont un peu plus subtiles à comprendre parce qu'il y a un effet, quand les actions ont un gros tic, les effets de queue dans le carnet d'ordre sont très importants,
sont très importants. Et donc cette variable θ que j'ai supposée égale à 1, c'est-à-dire que le market maker participe à toutes les transactions, n'est plus justifiée. Donc je ne vais pas vraiment discuter de façon précise ce cas-là. En revanche, pour les stocks à petit tic, où on peut en effet supposer que le market maker participe à toutes les transactions, on a une courbe en fonction de alpha qui est toujours négative. Donc ce bilan financier où on a oublié les maker-taker fees conduit effectivement à en fait une fourniture de liquidité qui est perdante. Et qui est d'autant plus perdante que le market maker est lent. Et donc on comprend tout de suite que, si vous voulez, c'est la genèse du trading à haute fréquence, cette courbe. C'est qu'on comprend que pour espérer gagner de l'argent en fournissant de la liquidité, il faut être rapide. Ça permet effectivement d'avoir à la fois un contrôle plus strict de son inventaire et de bénéficier de l'écart à la loi de MRR, de Madhavan et al., qui permet justement d'engranger, alors à nouveau ici, sans maker-taker fees, un profit négatif. Si on rajoute ce terme pi ici, on trouve qu'en effet, fournir de la liquidité est légèrement gagnant, si on est à suffisamment haute fréquence, ce qui nous permet de comprendre qu'on est très proche, d'abord, quand on regarde les ordres de grandeur, on est très proche de cette relation où le market making serait non profitable. Et donc, en effet, l'électronisation des marchés a permis au marché de devenir très compétitif. Et quand on revient sur la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voyait ce bid-ask à 60 points de base pendant pratiquement tout le XXe siècle, on peut imaginer que dans cette période-là, les profits du market maker étaient très très substantiels. Alors un autre aspect du problème, donc je vous ai expliqué qu'en effet, cette théorie agnostique qui consiste uniquement à penser que les marchés sont compétitifs, que la fourniture de liquidités est presque au point d'équilibre, mais sans hypothèse supplémentaire sur la nature informée ou non des transactions, conduit naturellement à une relation de proportionnalité entre l'impact, donc la fonction de réponse R de L, et le spread. Et cette relation de proportionnalité, en fait, s'étend à la volatilité. Alors, un argument qualitatif très simple, c'est de dire que chaque transaction à l'achat bouge le prix en moyenne de la fonction de réponse au temps 1, R de 1, donc l'impact immédiat. Chaque transaction à la vente le fait baisser de moins R de 1. Et comme on a vu que cette fonction de réponse était proportionnelle au spread, ça veut dire que chaque transaction, en moyenne, enfin, disons, de façon typique, chaque transaction bouge le prix soit de plus le spread, soit de moins le spread en ordre de grandeur. Autrement dit, l'écart type de la variation de prix par transaction, c'est le spread. Donc si on veut revenir à une volatilité qui n'est pas par transaction, mais par unité de temps, il suffit de multiplier ce spread par la racine de la fréquence de transaction pour trouver une relation universelle entre volatilité, spread et fréquence de transaction. Donc cette relation, la volatilité est égale au spread fois la racine de la fréquence de transaction, est très bien vérifiée sur les données empiriques. Et on en voit ici une illustration par exemple. Donc on voit la volatilité par transaction, sigma carré, en fonction du spread au carré. Et alors si on étend cette théorie MRR dont j'ai parlé tout à l'heure pour calculer la volatilité, on trouve effectivement que la volatilité par transaction, enfin la volatilité au carré par transaction, est donnée par le spread au carré multiplié par un coefficient qui est 1 moins cette corrélation entre les signes des transactions à un pas de temps. Donc comment une transaction et la transaction d'après sont corrélées au carré. Et donc ce que vous voyez sur le graphe en haut, c'est chaque point représente une action différente. Et on voit un très bon accord, à part peut-être dans cette région-là, entre la théorie très simple dont je vous ai parlé jusqu'à présent et les données empiriques. Et ce qu'il faut constater, c'est que cette théorie très simple, en fait,
contient un premier terme qui est dû en quelque sorte aux transactions, c'est la volatilité induite par les transactions, mais devrait contenir aussi un terme qui contribue à la volatilité en l'absence de transactions. Donc vous savez sans doute, et je vous ai parlé de ces effets dans les cours précédents, que quand une nouvelle tombe, le prix peut sauter brutalement sans forcément qu'il y ait de transactions au moment de la nouvelle. En réalité, justement, quand une nouvelle importante tombe, il n'y a plus de liquidité, il n'y a pas de transaction, mais le prix saute de façon quasi immédiate. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, cette contribution supplémentaire due aux nouvelles, en quelque sorte, due à une volatilité sans transaction, semble empiriquement très très petite, ce qui suggère, à nouveau en accord avec cette image que j'essaye de promouvoir, que la volatilité est, enfin, que j'essaye avec bien sûr beaucoup d'autres, que la volatilité est d'origine principalement endogène. On voit qu'à nouveau, cette relation-là, sans ordonner à l'origine, permet à nouveau de retrouver cette idée que la volatilité est majoritairement expliquée par l'impact des transactions. Or, seule une partie d'entre elles, une partie assez faible, on l'a vu tout à l'heure, de ces transactions sont informées, ce qui veut bien dire à nouveau qu'on est dans un régime où la majorité de l'activité des marchés semble endogène. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que cette relation de proportionnalité entre volatilité et spread conduit à se poser la question de savoir quel est l'œuf, quelle est la poule en quelque sorte. Donc dans l'image Glosten-Milgrom, dans l'image informationnelle, la volatilité préexiste et le spread s'adapte à la volatilité. Mais on comprend que si cet argument que je vous donnais tout à l'heure, qui est qu'à chaque fois qu'une transaction a lieu, le marché décale sa perception du prix en se disant que si quelqu'un a acheté, c'est peut-être parce qu'il y a de l'information. Et donc si ce décalage se fait proportionnellement au spread, si le marché dans son ensemble pense que le spread donne le pas élémentaire en quelque sorte de ces variations de prix, ça veut dire qu'une augmentation du spread va augmenter la volatilité. Donc on a une espèce d'œuf et de poule ici entre spread et volatilité. Et le bilan que je vous ai présenté, le bilan pour le fournisseur de liquidité, pour le market maker, montre qu'un marché peut rester fonctionnel si la volatilité vaut 1 et le spread vaut 1, disons, mais il est tout aussi fonctionnel si la volatilité vaut 10 et le spread vaut 10. Et ce que ça veut dire, c'est que, disons, dans le langage de système dynamique ou du physicien, c'est qu'on a une espèce de mode instable dans les marchés financiers. Rien ne fixe a priori l'échelle du spread et de la volatilité qui peuvent s'adapter l'une à l'autre en fonction des régimes. Et en effet, si vous vous souvenez de ce graphe que Jim Gatherall avait montré, la volatilité elle-même est une quantité qui est terriblement fluctuante. Ici, sur ce graphe, on a un facteur 3000 entre les régimes de plus basse volatilité et de plus grande volatilité. Et donc, je pense, et Michael Benzaken tout à l'heure vous parlera de progrès dans la modélisation des crises de liquidité, que ce couplage entre spread et volatilité, cette boucle de rétroaction entre augmentation du spread qui conduit à une augmentation de la volatilité qui conduit à une augmentation du spread, peut expliquer l'apparition de crises endogènes dans les marchés financiers. Alors revenons sur cette quantité C2L, qui est donc la corrélation entre les signes des transactions. Et je vous avais promis de vous montrer que cette corrélation est absolument non triviale. C'est donc une des découvertes empiriques, comme je le disais, du milieu des années 2000. Ce qu'on voit ici, c'est donc en fonction de petit l, donc de la distance entre les deux transactions qu'on observe, cette fonction de corrélation empirique, c'est de L. Et vous voyez que sur tout un régime ici, entre 10 et 10 puissance 4 transactions, on a une assez jolie loi de puissance avec un exposant gamma qui est plus petit que 1. Autrement dit, on est dans le cas d'une autocorrélation qui n'est pas sommable, et c'est ce qui, autrement dit, l'intégrale ou la somme sur petit l de ces deux L est divergente, et dans ces cas-là, on parle de processus à mémoire longue.
Et donc, deux choses à signaler. D'une part, que de façon empirique, c'est très très clair que ces corrélations sont anormales. Si on avait, comme beaucoup de modèles précédant cette observation empirique, supposé que la fonction de corrélation décroît exponentiellement, on aurait eu la courbe rouge qui est ici, et vous voyez à nouveau, comme l'axe des y est logarithmique, qu'on se trompe d'échelle d'ordre de grandeur complètement sur la force de cette autocorrélation du signe des transactions. Mais là, donc, on est conduit à une espèce de paradoxe apparent qui est que jusqu'à présent, je vous ai vendu l'image simple où chaque transaction à l'achat ou à la vente fait bouger le prix un petit peu, soit vers le haut, soit vers le bas, d'une quantité proportionnelle au spread. Mais cette image a réellement un problème si le signe des transactions est à mémoire longue, parce que si on dit à la fois que les transactions impactent le prix et que le signe des transactions est à mémoire longue, alors les variations de prix elles-mêmes devraient être à mémoire longue. Or, on sait bien que les variations de prix sont quasiment décorrélées. Autrement dit, que la mémoire longue observée dans le flux d'ordre, dans le signe des transactions, n'est absolument pas reflétée au niveau des prix. Et donc, pour résoudre ce paradoxe, de façon théorique, une solution, ça serait de penser que, effectivement, chaque transaction impacte le prix, mais que, une fois que le temps s'écoule, cet impact initial a tendance à se dissiper et à décroître avec le temps. Et éventuellement, la décroissance de l'impact des transactions précédentes peut compenser exactement l'autocorrélation des transactions et conduire à des prix sans corrélation. Alors, de façon plus mathématique et de façon plus précise, pour donner de la chair à cet argument, on peut proposer un modèle dit à propagateur, qui est donc de supposer que le midpoint au temps t est construit par une somme sur les transactions précédentes du signe de ces transactions fois donc cette quantité g qu'on peut appeler un propagateur, qui est donc l'objet mathématique qui propage l'impact de la transaction au temps n jusqu'au temps t dans le futur. Plus éventuellement une contribution qui provient des mouvements de prix sans transaction, donc une contribution qui viendrait des nouvelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui, encore une fois, empiriquement semble très faible. Alors si on part de ce modèle et qu'on calcule un certain nombre de quantités, en particulier on peut calculer cette fameuse fonction de réponse, R de L, on trouve une expression qui est écrite ici. Donc on peut exprimer entièrement R de L en fonction du propagateur G de L et de cette fonction d'autocorrélation du signe des transactions C de N. Et ce qu'on trouve, c'est que pour assurer que R de L est une forme compatible avec les données empiriques, vous vous souvenez, je vous avais montré que R de L augmente et semble saturé à temps plus long, il faut qu'il y ait une relation très précise entre la façon dont décroît cette autocorrélation du signe des transactions, en 1 sur L puissance gamma avec gamma inférieur à 1, et la façon dont ce propagateur décroît avec le temps, en 1 sur L puissance bêta. Et cette relation, c'est que donc bêta doit être égal à 1 moins gamma sur 2. Si bêta est plus petit que 1 moins gamma sur 2, on a une fonction de réponse qui augmente avec le temps. Et intuitivement, ça vient du fait que donc, si bêta est trop faible, l'impact des transactions ne décroît pas assez vite. Et donc, le signe de ces transactions, les signes qui sont très autocorrélés, vont pousser le prix dans le même sens. Et l'impact ne décroît pas assez vite pour contrebalancer cet effet, ce qui fait que la fonction de réponse, ou l'impact agrégé au fur et à mesure que le temps passe, croît sans limite. Si au contraire bêta est plus grand que bêta c, alors la fonction de réponse, l'impact décroît tellement vite en fait, que cette fonction de réponse devient négative, ce qui veut dire que le market maker, dans ce cas-là, vous vous en souvenez, ferait beaucoup d'argent, au détriment des consommateurs de liquidités qui changeraient leur politique d'exécution des ordres de façon, en quelque sorte, à rétablir cet équilibre entre bêta et gamma. Alors, de la même façon, on peut montrer que si cette relation entre bêta et gamma est satisfaite, non seulement la fonction de réponse sature
comme on le voit empiriquement, mais la volatilité, les prix sont diffusifs, c'est-à-dire qu'on a effectivement la première loi de Bachelier, on n'a ni autocorrélation positive ni autocorrélation négative des variations de prix. Ce point d'équilibre entre bêta et gamma permet à la fois d'avoir une fonction de réponse qui sature et une dynamique des prix qui est réaliste par rapport à ce qu'on observe sur les marchés financiers. Donc ce qu'on voit apparaître ici, c'est une image très intéressante où c'est justement cette compétition haute fréquence de fourniture de liquidités, cette adaptation entre bêta et gamma, si vous voulez, qui permet au prix d'être diffusif dès les plus hautes fréquences, sans forcément que cette diffusivité soit reliée à une volatilité fondamentale des prix. Alors à partir des données empiriques, on peut reconstruire donc ces propagateurs et on observe bien ici sur 4 actions françaises différentes que les propagateurs décroissent en loi de puissance à temps long. Alors en fait, ce modèle à propagateur, qui est assez physique, entre guillemets, est totalement équivalent du point de vue mathématique à un point de vue qui a l'air différent à première vue, mais qui en fait est identique et qui permet de comprendre les choses d'une autre façon, si vous voulez, qui est de dire que la variation de prix au temps t n'est pas proportionnelle au signe de la transaction, mais à la différence entre le signe de la transaction et le signe espéré de cette transaction. Donc, puisque le signe des transactions est autocorrélé, on peut, à partir de ce qu'on a observé jusqu'au temps t-1, faire une prédiction sur ce que sera le signe de la transaction au temps t, donc c'est ce que j'ai appelé epsilon chapeau ici. Et si on suppose que donc l'impact en quelque sorte est permanent mais dépend de l'histoire, il est permanent puisque ici, une fois que la variation de prix est acquise, elle sera imprimée dans le prix de façon permanente, mais cet impact dépend du passé via ce epsilon chapeau qui est la valeur conditionnelle au passé du signe de la transaction future. Et donc ici, on construit un modèle qui, donc, par construction, conduit à des prix diffusifs et qui a une interprétation intéressante en termes de fourniture de liquidité à nouveau. Cette équation veut dire que si epsilon chapeau est positif, par exemple, eh bien, l'impact d'un achat, donc epsilon égale 1, va être plus grand que si epsilon chapeau est négatif. Autrement dit, si le marché s'attend, je ne sais pas dans quel sens je l'ai dit, non, l'impact va être plus petit si epsilon chapeau est positif, l'impact d'une transaction à l'achat va être plus petit que si epsilon chapeau est négatif. Autrement dit, si le fournisseur de liquidité s'attend à un achat, vous aurez moins d'impact que s'il s'attend à une vente et que vous achetez. Et la raison, c'est que si le marché a observé une séquence d'ordre à l'achat importante et que donc via cette autocorrélation, il devine que l'ordre d'après risque d'être un ordre d'achat, il va être tenté de mettre plus de liquidité de ce côté du carnet d'ordre et donc de décroître l'impact d'une transaction attendue et au contraire d'augmenter l'impact d'une transaction inattendue. Alors, ce sur quoi je voudrais maintenant attirer votre attention, c'est sur le fait que ici j'ai parlé d'impact des transactions individuelles, mais il y a une autre notion d'impact qui est très importante quand on se place du point de vue des investisseurs, qui est l'impact de ce qu'on appelle des méta-ordres, c'est-à-dire de l'ensemble des transactions qui sont exécutées sur le marché et qui découlent d'une décision unique. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous l'ai dit tout au début, le volume accessible dans le carnet d'ordre est très très faible par rapport au volume typique que veulent exécuter les fonds d'investissement. Et du coup, la seule solution pour faire passer en quelque sorte ces transactions, c'est de les fragmenter en petits morceaux et de les exécuter séquentiellement sur plusieurs heures, plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Et c'est d'ailleurs cette constatation même qui conduit à la compréhension, disons, à la compréhension du mécanisme par lequel
ces corrélations du signe des transactions peuvent décroître aussi lentement. Elles sont justement le reflet du fait que le même acteur doit fragmenter son ordre et donc intervient sur le marché de façon corrélée pendant très longtemps, jusqu'au moment où son ordre est enfin exécuté. Donc il y a une espèce de dualité très forte entre le fait que le carnet d'ordre est finalement très peu peuplé. Comme je vous l'ai dit, le volume total dans le carnet d'ordre est très faible, ce qui conduit à l'existence de ces corrélations à longue portée du signe des transactions. Donc la question qu'on doit se poser si on est un investisseur, disons, c'est bon, je dois exécuter une quantité grand Q, cette quantité est très grande par rapport au volume accessible dans le carnet d'ordre, donc je ne pourrais pas exécuter cette transaction d'un seul coup. Donc ce n'est pas l'impact d'une transaction qui m'intéresse, c'est l'impact agrégé de l'ensemble de mon méta-ordre, c'est-à-dire de l'ensemble des transactions qui découlent d'une décision unique de volume Q. Alors la loi la plus simple pour cet impact I de Q, c'est une loi linéaire qui consisterait à penser que plus vous êtes gros et plus vous allez en moyenne impacter les prix, et ce de façon linéaire. Et c'est en effet effectivement ce que donne le modèle classique de Kyle sur l'impact agrégé, disons, qui nous dit que I de Q est proportionnel à Q avec un certain coefficient qui est calculé par Kyle dans son modèle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe empiriquement. Ce qu'on observe empiriquement, et il y a vraiment un résultat à la fois universel et surprenant, c'est que l'impact des transactions et des métaordres, pas des transactions, des métaordres, est proportionnel à la racine du volume à exécuter. Et de façon plus précise, cet impact I de Q est proportionnel à la volatilité de l'objet que vous voulez acheter ou vendre, sigma t, grand T étant l'échelle sur laquelle votre métaordre va être exécuté, l'échelle de temps, multiplié par la racine du rapport entre le volume que vous voulez exécuter et le volume total qui sera exécuté par le marché pendant la même période de temps, Vt. Donc ce que j'ai montré ici, ce sont des données empiriques qui à chaque fois montrent l'impact, donc la valeur moyenne. Donc qu'est-ce que c'est que l'impact ? C'est la valeur moyenne de la variation de prix entre le début de l'exécution du métaordre et la fin de l'exécution de ce même métaordre, donc moyennée sur un très grand nombre de métaordres de même volume. Et je reviendrai dans une seconde là-dessus. C'est très important de moyenner parce qu'à l'échelle d'un seul métaordre, on ne voit rien du tout. Tout est dominé par les fluctuations du marché. Mais si on moyenne suffisamment, on fait apparaître cette valeur moyenne qui sort du bruit et qui est représentée sur tous ces graphes pour différents marchés, marché de futurs, marché d'actions, marché d'options, même le Bitcoin, où on représente à chaque fois la même chose. On représente l'impact divisé par la volatilité, I divisé par sigma, en fonction de Q sur V, où V est le volume traité par le marché pendant la même période, en échelle double logarithmique, ce qui veut dire qu'un impact linéaire, ça serait la droite de pente 1 ici, et un impact en racine, c'est cette pente 1,5 que j'ai montrée en très plein. Et donc vous voyez que bon, pour les futurs, on est très proche de 1,5, pour les actions plutôt 0,6, pour les options, même pour ce qu'on devrait de façon plus précise sur la volatilité implicite des options, on est plutôt autour de 0,4. Sur Bitcoin, on est très proche de 0,5. Même le préfacteur Y ici, qui est un préfacteur numérique, qui est de l'ordre de 1, reste extrêmement constant au cours du temps. Ici, ce sont des données qui s'étalent entre, alors j'ai oublié les dates exactes, 2008 à 2016, et on voit donc que la valeur de Y tirée des données empiriques reste fluctue, mais fluctue dans une bande de bruit. Donc ce qui est remarquable, c'est que cette loi est à la fois surprenante. Une loi en racine, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. En quelque sorte, c'est une loi non additive qui est vraie, qui a été observée dès les années 80, donc qui semble tout à fait indépendante de la structure des marchés. Comme je vous l'ai expliqué, la structure des marchés a évolué d'un modèle de market maker discrétionnaire à un modèle de marché électronique, donc a complètement changé cette microstructure, et pourtant la loi est restée la même.
Alors, il faut insister sur le fait que, comme toute loi, en physique en particulier, ces lois ne sont valables que dans un certain régime. Et ici, évidemment, il est hors de question de parler de cette loi en dehors d'un régime où, par exemple, le volume que vous voulez acheter ou vous voulez vendre n'est pas très petit par rapport au volume total traité par le marché. Si vous vous mettez à être du même ordre de grandeur que le marché dans son ensemble, soit parce que vous traitez une énorme quantité sur une journée donnée, soit parce que vous essayez de faire passer un volume très important sur un temps très court, on s'attend à ce que vous puissiez même déstabiliser les marchés et passer d'un impact concave, donc la loi en racine, bien sûr, est concave, et donc veut dire que, en quelque sorte, plus vous achetez, plus votre impact marginal est faible. On peut passer de cette loi concave à une loi convexe où on déstabilise complètement les marchés, on introduit une espèce de crack. Ce qui s'est passé probablement en 87 d'ailleurs. Sur ce point, une chose importante à noter de cette loi, indépendamment de sa structure en racine, c'est que cet impact est une fonction du rapport de votre volume au volume du marché, Q sur V, et non pas de votre volume à la capitalisation boursière de l'action sur laquelle vous portez votre dévolu. Pendant très longtemps, les gens pensaient que la quantité pertinente à regarder, c'était la relation entre votre volume et la capitalisation boursière totale, ce qui est évidemment un rapport qui est extrêmement faible, alors que le rapport Q sur V, lui, est nettement plus grand. Comme je vous ai dit, il y a un rapport, disons V, le volume quotidien échangé, est égal à 0,5% de la capitalisation boursière, donc vous voyez que Q sur V est beaucoup, beaucoup plus grand, et un facteur 200 fois plus grand que Q sur la capitalisation boursière. Autrement dit, si on était dans un régime où l'impact des transactions était une fonction simplement du volume sur la capitalisation boursière, ce serait très difficile de faire bouger les prix de marché. Or, le fait que l'impact soit régi par Q sur V veut dire que même en traitant 1% de la liquidité quotidienne, via cette racine, vous impactez le prix de 10% de sa volatilité, qui est donc un facteur d'amplification qui est très spectaculaire. Même si on est très petit, même si on représente 1% du volume quotidien, on arrive à bouger les prix de façon substantielle. Alors, donc, deux informations supplémentaires. D'une part, cet impact en racine donc, est maintenant très bien documenté dans la littérature, et il est intéressant parce qu'il ne dépend pas, comme je vous l'ai dit, de la microstructure, et il ne dépend pas non plus de la façon dont vous exécutez les ordres. On peut exécuter ces ordres soit en passant des ordres marché, soit en agressant le marché en quelque sorte, en consommant la liquidité, soit en fournissant de la liquidité. Vous mettez en permanence des ordres limites en espérant d'être exécutés. On a l'impression que vous devriez impacter moins, mais en fait, cette loi en racine reste vraie, même si l'exécution des métaordres se fait purement via des ordres limites. Ce qui veut dire que l'interprétation à chercher est plus en termes mésoscopiques, en termes de bilan global, qu'en termes microscopiques d'addition de l'impact de chaque transaction. Alors, un autre résultat très contre-intuitif de cette loi en racine, c'est qu'elle prédit que l'impact d'une transaction est indépendant du temps que vous mettez pour exécuter cette transaction, de ce temps d'exécution grand T. La raison, c'est que sigma grand T, comme on l'a vu à plusieurs reprises, suit la première loi de Bachelier, autrement dit, sigma grand T se comporte comme racine de T. Et VT, lui, plus le temps passe et plus le nombre de transactions enregistrées augmente de façon linéaire. Donc VT se comporte linéairement en T. Et donc sigma grand T divisé par racine de VT ne dépend plus du temps. Et ce qu'on trouve ici, de façon étonnante, c'est que vous exécutiez vite ou lentement, votre impact sera le même, il sera proportionnel à la racine de Q. Alors à nouveau, il est important de comprendre que toutes ces affirmations sont vraies dans un régime où Q sur V est raisonnable. Donc on ne peut pas extrapoler, par exemple, à des temps infiniment courts, ce que je viens de dire. Si vous traitez une quantité importante sur des temps très courts, on entre à nouveau dans un régime qui est complètement différent.
Et alors, ce que j'ai essayé de représenter ici, même si ces graphes ne sont pas très lisibles, c'est la valeur moyenne de la variation du prix entre le début et la fin d'un métaordre conditionnée au volume Q et conditionnée à un temps d'exécution grand T, en fonction de Q divisé par la volatilité quotidienne, donc ce V ici ne dépend pas de grand T, pour différents T. Et ce que vous voyez, c'est effectivement qu'on voit empiriquement directement que l'impact est en racine, c'est la pente 1,5 ici en coordonnées logarithmiques, mais aussi que tous ces temps différents en minutes, ici, donc des ordres exécutés entre 2 et 5 minutes jusqu'à des ordres exécutés entre 300 et 390 minutes, tous les temps ici se confondent, ce qui est une preuve directe du fait que cet impact est indépendant du temps d'exécution, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Alors l'autre chose qu'on doit voir sur ces courbes, mais que j'essaie de vous expliquer avec les mains, c'est que l'impact moyen de ces transactions, qui ici, disons au plus haut, est en unité de volatilité 10-1, reste toujours très faible par rapport à la volatilité. Donc la volatilité, c'est des variations de prix au carré. Donc ici, 10-2 correspond en ordre de grandeur à 10-1. Donc les impacts les plus importants ici correspondent aux échelles de temps les plus faibles ou la volatilité la plus faible. Mais dès qu'on monte un peu en échelle de temps, on se rend compte que la quantité qu'on essaie de mesurer est très faible par rapport aux fluctuations naturelles du prix du marché, et donc qu'il faut moyenner beaucoup pour faire sortir ces données du bruit. Donc la remarque importante, c'est que l'impact moyen est très très faible par rapport à la volatilité sur la même échelle de temps, et en fait est très faible d'un facteur racine de Q sur V. Donc clairement, il ne s'agit pas de penser que chaque transaction, chaque métaordre va impacter en racine. Disons 50% des cas, on verra même le prix baisser quand on achète. C'est uniquement après avoir moyenné beaucoup qu'on fait sortir cette loi empirique. Alors on peut essayer d'essayer de rationaliser, on peut se servir de ce modèle à propagateur et l'appliquer pour essayer de comprendre l'impact d'un métaordre, et ça ne marche pas très bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'abord c'est en fait une théorie linéaire, donc si on fixe une échelle de temps grand T, on trouve que l'impact est proportionnel à Q et non à racine de Q, avec une dépendance anormale dans la durée du métaordre. Et ce que vous avez vu sur le graphe précédent, c'est justement que l'impact ne semble pas dépendre en première approximation du temps d'exécution. Donc clairement, il y a un ingrédient qui n'est pas capturé par ces modèles à propagateur, et cet ingrédient, c'est une description explicite de la dynamique de la liquidité, de ce qui est dans le carnet d'ordre, de la façon dont cette liquidité réagit au prix et à l'histoire. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques transparents ici. C'est une tentative de rationaliser cette loi en racine en utilisant différents modèles, mais qui se ressemblent tous un petit peu. Et la version que j'ai choisi de vous présenter ce matin, c'est en revenant à l'idée d'enchère, donc à l'idée walrasienne d'une évolution du prix qui se fait par tâtonnement, par enchères successives. Et donc on va essayer de décrire maintenant non seulement cette vision statique d'une courbe d'offres et de demandes qui se croisent, mais l'évolution dynamique de ces courbes d'offres et de demandes pour essayer de comprendre justement comment l'impact d'une transaction de volume Q peut modifier l'image classique. Donc je vous rappelle, ici donc, j'ai représenté les demandes agrégées et les courbes de demande et d'offres agrégées en fonction de P. On peut en avoir une version différentielle. Donc ρ plus de P, ça va être la dérivée de la courbe d'offres, ou de demande, pardon, et ρ moins de P, ça va être la dérivée de la courbe d'offres. Autrement dit, ρ plus de P, c'est la densité d'ordre d'achat à un prix donné, et ρ moins de P, c'est la densité d'ordre de vente à un prix donné. Donc typiquement, on peut s'attendre à ce que
bon, les opérateurs, les participants au marché ont des prix, ce P-chapeau dont je parlais dans le cadre du modèle de Glosten-Milgrom, c'est-à-dire une appréciation du prix futur qui est variable, et donc on peut avoir ces formes un peu génériques pour ρ plus de P et ρ moins de P. Alors, ce qu'on va supposer, c'est que ρ plus et ρ moins sont des quantités dynamiques qui évoluent avec le temps. Et donc, on va postuler deux lois un peu génériques, parce qu'on s'intéresse à la fois au côté achat et au côté vente de ce carnet d'ordre, mais les deux lois sont tout à fait similaires. Donc, ces lois consistent à dire que entre t et t plus dt, chaque ordre peut être déplacé d'une quantité aléatoire, on peut réviser la valorisation qu'on donne à un actif donné entre t et t plus dt, soit en le survalorisant, soit en le sous-valorisant, donc en bougeant son ordre vers le haut ou vers le bas de façon aléatoire. Ça conduit donc à un terme de diffusion, un terme de dérivée seconde de diffusion dans l'évolution de la densité d'ordre autour d'un point donné. Et puis il y a deux autres façons de modifier ce qui est dans le carnet d'ordre. La première, c'est simplement d'annuler son ordre, de se retirer du marché. Donc ça conduit à un terme d'annulation, un terme proportionnel à la densité d'ordre existant fois un taux d'annulation nu plus qui peut éventuellement dépendre du prix X ici. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que de nouveaux arrivants ou d'anciens participants qui reviennent dans le marché remettent des ordres dans le carnet d'ordre avec un taux de déposition lambda plus ou lambda moins qui lui aussi peut dépendre du temps. Donc l'image qu'on peut avoir d'un marché qui fonctionnerait par enchères successives, c'est qu'entre deux enchères, ces densités d'ordre d'achat et d'ordre de vente évoluent suivant ces deux lois qu'on pourrait qualifier de phénoménologiques, mais qui capturent probablement ce qui se passe au niveau de l'évolution de la liquidité dans les marchés, jusqu'à la kème enchère. Et au moment de la kème enchère, eh bien, on exécute donc tous les ordres suivant la règle que j'ai donnée tout au début, c'est-à-dire qu'on cherche ce point où les deux demandes agrégées se croisent et on exécute tous les ordres concernés. Et ce que ça veut dire du point de vue des densités, c'est que tous les ordres, par exemple, de vente au-dessus du prix d'exécution ne sont pas affectés. Donc la densité juste après la kème enchère est égale à la densité juste avant la kème enchère pour tout ce qui concerne les prix supérieurs au prix d'exécution. Mais tous les ordres de vente dont le prix était inférieur à cette kème enchère ont été exécutés justement et donc disparaissent. Donc on a une dynamique assez amusante où on a donc une évolution continue entre deux enchères, où les densités suivent ces équations continues, et au moment d'une enchère, une discontinuité qui met à zéro ρ plus en dessous du prix d'exécution, au-dessus du prix d'exécution et ρ moins en dessous du prix d'exécution. Alors on peut résoudre ce modèle en particulier dans la limite où le temps entre deux enchères devient très petit. Donc ce temps entre deux enchères, c'est ce que je vais appeler taux. Et dans la limite taux tendant vers 0, on peut résoudre exactement ce modèle. Et ce que j'ai représenté ici, c'est ce qui se passe. Donc juste avant l'enchère, on a une densité, par exemple, des ordres de vente qui est continue, donc qui a diffusé par rapport à la dernière enchère et qui a envahi cette partie-là du graphe, et juste après l'enchère, toute cette partie disparaît. Et au fur et à mesure que taux tend vers 0, on se rend compte, alors ici c'est donc la même courbe mais symétrisée par rapport aux ordres d'achat et aux ordres de vente, et vous voyez qu'au fur et à mesure que taux tend vers 0, on a un phénomène assez amusant qui est que la densité autour du prix d'enchère tend vers 0, et la forme de la densité autour de ce prix d'enchère devient de plus en plus linéaire. Et c'est exactement cette propriété de la solution dont je viens de parler qui permet de calculer l'impact d'un certain volume. Donc si à un moment donné vous mettez un volume supplémentaire dans ce carnet d'ordre,
de combien vous allez bouger le prix de la prochaine enchère, on peut faire le calcul explicite, et ce qu'on trouve, à cause de cette singularité qui apparaît dans la limite où taux tend vers 0, à cause du fait que le volume tend vers 0 et que la loi devient localement linéaire, on trouve qu'effectivement, l'impact a un régime en racine pour des Q très grands devant un volume typique, qui est le volume typique qui est échangé pendant chaque enchère, qui est donné par cette expression-là, qui est proportionnelle à taux, et un régime linéaire à plus petit volume. Donc on arrive effectivement, avec ce modèle très simple, à comprendre comment on peut faire sortir une loi en racine à partir d'une modélisation dynamique de la liquidité des marchés. Alors une remarque que je voulais faire, c'est que ce modèle permet aussi de comprendre pourquoi, alors que le temps moyen entre deux transactions a énormément baissé dans les marchés financiers, comme vous le savez, il est maintenant de l'ordre de la seconde, voire parfois plus faible, mais le volume total échangé n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup augmenté, et la raison au sein de ce modèle, c'est que le volume échangé tend vers zéro quand taux tend vers zéro, et tend vers zéro linéairement, ce qui veut dire que si on regarde à la fin de la journée, il y a eu grand T sur petit taux enchère, chacune de volume V étoile, mais comme V étoile est proportionnelle à taux, le volume total échangé peut rester constant alors que la fréquence de transaction augmente. Donc c'est une propriété assez intéressante de cette modélisation très simple. Alors, donc, dans cette théorie, l'ingrédient crucial, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le fait que autour du prix de transaction, le volume à l'achat et à la vente tend en fait vers zéro. Et c'est pour ça que on a une amplification de l'impact de transactions très faible. Je vous l'avais dit tout à l'heure, même si on représente 1% du volume quotidien, on impacte le prix de racine de 20%, c'est-à-dire de 10% de la volatilité. Et la raison de cette singularité, c'est justement que autour du prix actuel, le volume est très très faible, et donc on n'est pas petit en fait. On n'est jamais petit par rapport à une liquidité locale qui tend vers zéro. Donc c'est un des arguments un peu théoriques, mais qui permettent de comprendre pourquoi, de façon assez naturelle, quand une enchère se répète très souvent, la liquidité locale est automatiquement très faible et du coup interdit un argument perturbatif qui consisterait à penser qu'on est petit par rapport au volume total échangé et que donc on ne peut pas impacter beaucoup les prix. Une représentation amusante, c'est effectivement la liquidité mesurée sur Bitcoin. Donc ici, ce qu'on montre, c'est la liquidité dans le carnet d'ordre dans Bitcoin en 2012, où en fait le marché était très peu mature et tout le monde mettait ses ordres dans le carnet d'ordre sans se soucier de révéler de l'information, ce qui n'est pas le cas des marchés plus matures, et donc on ne peut pas faire cette analyse de la même façon. Et ce que vous voyez, c'est que si à chaque instant du temps, on recentre le prix du Bitcoin à 100 et qu'on moyenne donc la liquidité présente dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente, on voit de façon assez spectaculaire apparaître cette courbe en V, c'est-à-dire une liquidité qui est localement très faible et qui est autour de ce point d'annulation linéaire, qui sont les ingrédients nécessaires pour faire apparaître une loi en racine. Et donc je vous rappelle que du point de vue empirique, Bitcoin, effectivement, est un des cas où on observe cette loi en racine sur des échelles entre 1 et 10 000, donc sur plusieurs décades, on observe cette loi en racine. Voilà, alors pour conclure, je vous ai donné une version, disons, à la Walras, disons, à la enchère périodique, mais on peut faire une version un tout petit peu plus proche de ce qui se passe dans les marchés à double enchère continue, qui est une formulation de type qu'on appellerait réaction-diffusion en physique ou en chimie, où on se représente les ordres d'achat et les ordres de vente comme des espèces de molécules A et B qui diffusent sur l'axe des prix
et qui s'annihile quand elle se rencontre, ce qui veut dire que quand une transaction à l'achat rencontre une transaction à la vente, elles se matérialisent et elles disparaissent du carnet d'ordre. Et à partir de cette modélisation, qui est plus commode pour un certain nombre de quantités, pour le calcul d'un certain nombre de quantités, on arrive à prédire, par exemple, ce qui se passe une fois que le métaordre a été exécuté. Et ce qu'on trouve théoriquement, et ce qui ressemble pas mal à ce qu'on observe empiriquement, c'est que donc, pendant l'exécution du métaordre, donc ici c'est en fonction du temps rescalé par le temps grand T d'exécution du métaordre, on a une loi en racine, on pousse et on fait monter le prix, mais en racine du temps, donc en racine de la quantité exécutée. Et une fois qu'on arrête d'exécuter, le prix, l'impact redécroît, et on peut caractériser de façon assez fine les propriétés de cette décroissance au sein de ce modèle réaction-diffusion. Et peut-être de façon imagée, on voit aussi apparaître la raison pour laquelle on a cette loi en racine qui décrit l'impact de métaordre. Donc ici, c'est l'évolution du carnet d'ordre dans le modèle. Et ce que vous voyez, c'est qu'en présence d'un ordre d'achat, on pousse le prix. Donc on part d'une configuration qui est en V symétrique. Mais une fois qu'on a exécuté un certain nombre d'ordres d'achat, le carnet d'ordre est devenu asymétrique. Il est beaucoup plus pentu à droite du prix. Autrement dit, si on veut continuer à acheter, on rencontre une liquidité plus grande, ce qui est cohérent avec l'idée que l'impact différentiel, l'impact marginal décroît quand Q augmente. Donc c'est cette propriété de concavité que j'expliquais. Et au contraire, derrière le prix, le carnet d'ordre est en fait beaucoup moins profond, ce qui veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, quand on s'arrête d'exécuter, cette asymétrie du carnet d'ordre a tendance à faire revenir le prix en arrière et à donc conduire à cette décroissance en racine. Voilà, donc je ne vais pas plus loin parce que Michael Benzaken parlera de ce modèle de réaction-diffusion de façon plus détaillée. Je voudrais donc conclure sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, en fait, toute la discussion tourne autour de cette distinction entre ce qu'on appelle en anglais price discovery et price formation. Donc, il y a deux façons dont les économistes parlent de la microstructure et de l'impact des transactions sur les prix. L'une, c'est donc en termes de price discovery, c'est-à-dire que le prix existe. Et à nouveau, cette vision platonicienne d'un prix qui existe et qui demande à être découvert par les transactions. Alors qu'on peut aussi y penser de façon plus agnostique, comme le fait que le prix n'existe pas en l'absence de transactions, et que c'est effectivement ces transactions, informées ou non, qui forment le prix. Donc la vision économique classique, c'est que les transactions n'impactent pas à proprement parler les prix, elles les prédisent. Donc il y a des gens informés qui, en effet, achètent parce qu'ils savent que le prix va monter, mais ce n'est pas parce qu'ils ont acheté que le prix monte. Or, il semble que la majorité des transactions ne sont pas dans ce cas-là, ne sont pas vraiment informées, mais plutôt conduisent le marché dans son ensemble à réviser son estimation du prix. Et donc, on est conduit plutôt à une image d'impact mécanique, qui à nouveau va dans le sens de ce découplage entre prix et valeur sur lequel j'ai beaucoup insisté pendant le cours 2. Et vous vous souvenez, il y avait donc un paradoxe qui est si le prix et la valeur sont découplés, pourquoi les prix restent diffusifs ? Et j'ai essayé de vous convaincre de façon relativement rapide que, en fait, c'est la compétition à haute fréquence, la compétition entre market makers, la compétition entre le fait que la liquidité doit rester compétitive qui fait que le prix est diffusif dès les plus hautes échelles de temps, sans que ça veuille dire que ce prix reflète quelque chose de fondamental. Mais on a vu aussi apparaître une boucle de rétroaction possible entre spread et liquidité, qui peut conduire à une instabilité des marchés, et c'est ce dont Michael va vous parler dans quelques minutes. Je vous ai parlé de nouvelles surprises empiriques, donc on avait beaucoup parlé au cours numéro 1 de faits empiriques stylisés. Deux nouveaux faits stylisés qui apparaissent du point de vue de la microstructure. Le premier, c'était donc cette mémoire longue du signe des transactions, cette fonction d'autocorrélation qui n'est pas intégrable, donc qui décroît très très lentement, et un impact non linéaire des métaordres, un impact en racine carrée qui est très loin
de la vision classique de Kyle qui conduit à un impact linéaire. Je vous ai parlé donc de théorie phénoménologique, du modèle à propagateur et à décroissance lente de l'impact qui compense la mémoire longue du signe des transactions, et d'un modèle dynamique de la liquidité en termes de réaction-diffusion ou d'enchère à la Walras. Et tout ça pour arriver à la conclusion que une compréhension théorique fine de ce qui se passe au niveau de la microstructure des marchés, au niveau vraiment détaillé de chaque transaction, me semble important pour plusieurs raisons. D'abord parce que justement, ça permet de mieux comprendre ces débats à plus grande échelle, à échelle plus lente. Est-ce que les prix sont efficients au sens de la théorie des marchés efficients ou est-ce qu'ils sont purement diffusifs pour des raisons mécaniques? Et évidemment aussi permettre de comprendre comment réguler les marchés si on essaie de faire en sorte que ces marchés soient stables et équitables. Il me semble absolument important de comprendre comment ils fonctionnent et justement revenir à la base, revenir à la microscopie, comme on dirait en physique, me semble une étape absolument essentielle, par exemple pour discuter la pertinence d'une transaction sur d'une taxe sur les transactions financières. Quel serait l'impact d'une taxe sur les transactions financières? Est-ce qu'une taxe sur les transactions financières déstabiliserait les marchés ou les stabiliserait? Je pense qu'avant d'imaginer de telles transformations, on peut effectivement s'appuyer sur ce type d'études empiriques pour comprendre ce qui pourrait se passer. Voilà, je termine là-dessus en attirant votre attention sur un livre qu'on avait écrit il y a quelques années avec Julius Bonnard, Jonathan Donnier et Martin Gould, qui reprend la majorité des informations que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui. Et puis, donc, dans une dizaine de minutes, le séminaire de Michael Benzaken qui se fera, pas en présentiel malheureusement, à nouveau, mais je pense que vous serez intéressés. Voilà.